Merci, docteur Karim, et merci, docteur Farouk, de cette très belle présentation sur la dacryocystorynostomie. Donc là, je vais parler moi aussi d'une autre façon, un petit peu c'est toujours la même technique, mais en insistant sur d'autres points qui me paraissent un petit peu importants dans cette technique. Donc d'abord, pour rappeler que la dacryocystorynostomie par voie externe est le traitement de choix de la sténose du conduit lacrymo-nasal. Cette sténose peut être une obstruction souvent acquise et primaire, mais peut être dans certains cas rare une sténose secondaire, que ce soit une sténose inflammatoire ou tumorale. Et là, l'intérêt de l'imagerie. Il peut être aussi l'indication dans le cas des obstructions congénitales persistantes, lorsque les autres techniques de sondage et d'intubation ne font pas l'affaire. Et enfin, dans certains cas rares de rétrécissement du canal lacrymo-nasal avec ce qu'on appelle les épiphoras fonctionnels. Alors, le tableau clinique, c'est le tableau clinique du sténose du conduit lacrymo-nasal, c'est-à-dire un larmoiement, que ce soit un larmoiement clair ou infecté. Et parfois, il y a une dilatation du sac, c'est ce qu'on appelle l'acryocèle, qui peut s'inflammer et se surinfecter, réalisant soit des tableaux d'acryocystite aiguë, mais parfois d'acryocystite aiguë avec une péricystite, une cellulite préceptale qui peut diffuser sur le plan loco-régional. Ces tuméfactions de l'angle interne inflammatoire ou non, il faut les différencier des autres tuméfactions. Par exemple, toutes les tuméfactions au-dessous du tendon canthal médian doivent faire penser à un mycocèle. Des tuméfactions à cheval sur le tendon doivent faire penser à un kyste dermoïde. Et quand ils sont sous le tendon canthal médian, ils doivent faire penser à autre chose, notamment des tumeurs, notamment là, c'est un hémangiome caverneux. Et là, c'est un lymphome du sac lacrymal. Quand c'est inflammé, il faut aussi penser surtout à la pathologie du diverticule du sac lacrymal, particulièrement quand il s'agit d'un diverticule avec un sac lacrymonasal, un canal lacrymonasal perméable, parce que le traitement il est différent. Souvent, on peut respecter le canal lacrymonasal et la résection du diverticule est suffisante pour le traitement. Alors, la dacryocystorynostomie consiste à faire une communication entre le sac lacrymal et la cavité nasale. Ceci peut se faire par trois voies, soit par voie transcanaliculaire par laser, soit par voie endonasale, soit par voie externe, technique classique, la plus ancienne. Le but, c'est d'établir une communication efficace et surtout durable entre le sac lacrymal et la cavité nasale. Alors, la dacryo par voie externe a plusieurs avantages. D'abord, il permet une bonne visualisation du sac lacrymal, notamment quand il y a une pathologie du sac, notamment dans les sacs cicatriciels, les sacs rétrécis. On fait carrément une canalicule dacryocystorynostomie. Lorsqu'il y a une sténose de la voie horizontale, ou particulièrement du canal d'union, donc il permet une visibilité meilleure et permet de traiter aussi cette sténose. Il permet de faire une grande rhinostomie et avec un affrontement des berges muqueux et donc une meilleure cicatrisation et une meilleure viabilité de cette stomie. Et donc tout ceci explique pourquoi le pronostic en général est meilleur dans la voie externe. Ce pronostic il atteint les 95% et ce succès il est lié à des facteurs liés d'abord au patient, notamment l'état du sac. Vous comprenez bien que le pronostic il est meilleur quand il y a un sac qui est grand, qui est large, en fonction de l'état des fosses nasales. Donc, chaque fois qu'on a une pathologie des fosses nasales, notamment les pathologies inflammatoires et allergiques, le pronostic est moins bon. En fonction de l'étiologie, de l'âge aussi. Et puis, il y a des facteurs liés à la technique. Et c'est là l'intérêt de ma communication. Alors là, sur le plan historique, c'est une technique qui a plus d'un siècle et est très ancienne, mais n'a pas arrêté de s'améliorer. Il y a pas mal de détails techniques qui ont vu le jour au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, je vais insister sur quelques points, sur 5 points particulièrement. Premièrement, comme on travaille dans un trou en quelque sorte,
il faut bien voir pour bien peser les gestes. Donc, il faut une bonne visualisation. Et pour ceci, il faut utiliser soit des loupes, soit le microscope. Nous optons pour le microscope opératoire, microscope classique qu'on utilise dans la chirurgie du segment antérieur et du segment postérieur. Et ça fait plus que 10 ans que nous avons opté pour ce choix, et ce qui a permis à la dacryocystorénostomie de bénéficier des avantages de la microchirurgie. Donc, ces avantages sont multiples. D'abord, une meilleure visibilité de l'aide, et l'aide a un rôle aussi important que le chirurgien dans ce type de chirurgie. Il permet une élimination du champ en profondeur, il permet de bien voir les reliefs anatomiques, il permet de faciliter l'amarrage des deux volets, aussi bien le volet postérieur que l'antérieur, particulièrement quand le chirurgien il est presbyte, c'est le cas c'est mon cas, et il permet de bien traiter la pathologie canaliculaire quand elle est associée. Deuxième point essentiel sur lequel j'ai insisté, c'est le choix de l'incision. Et on a plusieurs publications, plusieurs écrits qui ont été publiés dans ce sens, puisque c'est l'incision qui, un petit peu, fait la différence entre une dacryo par voie externe et une dacryo par voie nasale. Alors, il faut insister sur deux mots-clés pour réussir une bonne incision. Il doit être interne, comme a dit Dr Farouk tout à l'heure, c'est-à-dire au moins 10 mm de l'angle interne, ce qui permet aussi d'éviter la veine angulaire et d'avoir une meilleure cicatrisation. Et le deuxième point essentiel, c'est qu'il doit être au-dessous de la ligne horizontale. Il ne faut pas qu'elle dépasse la ligne vers le haut, la ligne horizontale. Plus il la dépasse, plus la cicatrisation est mauvaise et plus on aura un pont cicatriciel. Et donc, il faut éviter ce type de cicatrice qui dépasse la ligne horizontale, qu'il soit rectiligne ou curviligne, ça dépend du chirurgien. Donc, inférieur et interne. Bien sûr, quand on est obligé d'opérer parfois à chaud, là, il faut éviter la fistule. Donc, vous voyez un petit peu, on est vraiment vers le bas et vraiment en dedans. Et vous voyez, même dans ces cas inflammatoires, on peut avoir une cicatrisation de très bonne qualité. Le troisième point, c'est la trépanation osseuse. Donc, nous avons progressivement progressé. Au début, on utilisait le marteau et le birman. Puis, on a commencé à faire une perforation de la suture maxillo-lacrymale. Et puis, depuis quelques années, cette perforation, souvent, il est postérieure et permet l'ouverture postérieure des cellules ethmoïdales. Donc, ce qui engendre une cicatrisation exagérée, une fibrose exagérée. Et cette trépanation, cette luxation, parfois, se heurte à un problème réel. Alors, contrairement à ce qu'on trouve dans la plupart des bouquins d'anatomie, l'os lacrymal, il est très fin, il ressemble à la coque d'un œuf, mais la réalité est autre chose. Donc, souvent, là, on trouve un os lacrymal qui est très épais, au-delà de 2 mm. Et là, par exemple, sur cette photo, là, on est au fond. Là, c'est le cul-de-sac lacrymal. Et on voit un petit peu l'épaisseur de l'os lacrymal. Et donc, vous imaginez très, très bien l'impossibilité de le perforer à ce niveau-là. Et pour le perforer, il faut vraiment revenir encore vers l'arrière, vers les cellules ethmoïdales. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser un moteur, une fraise, et faire une trépanation antéro-postérieure et non postéro-antérieure. Et ceci permet de s'arrêter au fond dès qu'on arrive au contact d'une cellule ethmoïdale. Ça permet aussi de centrer la trépanation sur le canal d'union. Donc, ça permet d'aller vers le haut quand on a une apophyse descendante frontale qui est très épaisse, tout en respectant la muqueuse nasale et sans la traumatiser. Donc là, vous voyez une petite séquence vidéo. Donc là, on a commencé en antérieur, on se dirige en postérieur jusqu'au cul-de-sac et inférieur. Et le moteur apporte un plus et la fraise apporte un plus dans ce temps opératoire.
Alors, la quatrième chose sur laquelle il me paraît intéressant d'insister, c'est la localisation du canal d'union. Donc, toujours quand j'ouvre mon sac, je localise mon canal d'union et je fais en regard de l'os et je centre ma trépanation autour du canal d'union. Et ceci permet parfois, dans le cas où lorsque le canal d'union est haut situé ou il est en postérieur, de centrer l'ostéotomie en supérieur ou en postérieur pour éviter que une fibrose prend le canal d'union. Et si le canal d'union est pris dans la cicatrisation, c'est l'échec de la dacryocystoïnostomie. Pardon. Alors, sur cette opacification des voies lacrymales prêtée par notre ami Philippe Imbert, on voit un petit peu que dans pas mal de cas, on peut avoir un abouchement très supérieur du canal d'union, c'est-à-dire vers le dôme supérieur du sac lacrymal. Vous voyez ici l'abouchement supérieur du canal d'union. Et ceci peut être expliqué par la chose suivante. Quand on a un sac de taille normale, en général, le canal, s'abouche au niveau de son tiers supérieur et des tiers inférieurs. Mais dès que le sac commence à se dilater, cette dilatation du sac se fait souvent en antéro-supérieur et on se retrouve à la fin avec un canal d'union qui est très très haut situé. Et donc, si on fait une trépanation classique, rapidement, il va être pris par la fibrose. Donc, il faut recadrer la trépanation vers le haut pour que le canal reste au centre de la trépanation. Alors, voyez sur cette petite séquence vidéo, donc, vous voyez le sac et on voit un petit peu le canal. Il est vraiment dans la partie supérieure du sac lacrymal. Et donc là, on est obligé d'élargir la trépanation vers le haut. Alors, quatrième élément qui nous paraît aussi intéressant, c'est la suture des volets postérieurs et antérieurs. Et donc, si on suture les volets antérieurs, je ne vois pas pourquoi on ne suture pas les volets postérieurs, ce qui va permettre une meilleure cicatrisation et va diriger la cicatrisation entre les deux muqueuses nasales et lacrymales. Alors, pour faciliter ce geste, on peut s'aider par un porte-aiguille qui a été imaginé par Philippe Imbert avec des courbures, je vais reprendre un petit peu la séquence, des courbures à angle droit qui permettent de passer le point facilement entre les deux volets muqueux nasal et lacrymal. Et puis, une fois le volet postérieur est fermé, on peut fermer le volet antérieur. Un autre point qui nous paraît intéressant, c'est les indications de l'intubation. Donc, on a pris un petit peu l'habitude de faire des intubations systématiques. Et une méta-analyse qui a été faite sur ce sujet n'a pas montré d'avantage supplémentaire de l'intubation systématique. Au contraire, l'intubation systématique augmente le taux d'échec par les complications qu'il peut engendrer. Donc, il ne faut intuber que quand il y a une inflammation exagérée du sac avec une infection chronique, la présence de corps étrangers, quand il y a une dilacération parmi les complications de l'intubation systématique, c'est l'inflammation, et infection parce que c'est un corps étranger, une dilacération des points lacrymaux et surtout un traumatisme des voies lacrymales au cours de l'intubation. Et ceci va transformer le pronostic de la dacryose, c'est-à-dire il va ajouter un problème supplémentaire, une pathologie de la voie horizontale alors qu'elle était saine au début. Et ceci peut s'expliquer toujours par ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le canal d'union se dirige normalement antérieurement avant de pénétrer dans le
sac lacrymal, formant un angle de 45 degrés. Ceci explique les mucocèles sans reflux parfois, quand il y a une dilatation du sac. Et cet angle aigu, associé à une dilatation du sac, va exagérer cet angle et peut créer un lambeau muqueux ou une valvule, ce qu'on appelle la valvule de Rosen angulaire, et ce qui rend un petit peu difficile le passage de l'intubation quand il y a un sac dilaté. Et on risque de traumatiser le canal d'union et de faire de fausses routes. Donc, ceci aussi, c'est une raison de plus pour ne pas faire des intubations systématiques. Et chaque fois qu'il y a une difficulté, on veut un petit peu localiser le canal d'union et vérifier la voie horizontale, parce que je fais sans traumatiser les voies lacrymales. J'injecte juste du sérum par le point lacrymal et je vérifie ma voie horizontale. Je repère mon canal d'union sans même passer une sonde quand ça me paraît un petit peu risqué. Donc, limiter les indications de l'intubation à des maladies canaliculaires, lorsqu'il y a une inflammation, lorsqu'il y a une atrophie du sac, c'est-à-dire une canaliculodacryon, lorsqu'il y a des lambeaux de mauvaise qualité, chose qui est très très rare, et si intubation il y est, il faut la raccourcir le temps d'intubation à 2 mois, ne pas dépasser les 2 mois. Donc, pour conclure, on peut dire que ce taux de succès de la dacryocystorynostomie par voie externe, qui est une technique très séduisante, qui rend service, qui est facile, qui est maîtrisée et qui a beaucoup évolué. Il faut, de ma part, les points importants qui me paraissent, sur lesquels j'insiste, c'est une bonne visualisation et j'encourage les gens à essayer le microscope opératoire, faire une trépanation osseuse antéro-postérieure centrée sur le canal d'union, cédée par la fraise et le moteur, situer les 2 lambeaux, antérieurs et postérieurs, et limiter les indications de l'intubation bicanalicule-nasale. Je vous remercie.